était au pied de l'hôtel de ville, comme moi-même à cette époque, à l'époque de l'événement que nous célébrons ce soir. Mais il y a aussi quelques jeunes qui n'ont pas connu cet extraordinaire événement. Je pense que c'était très important que nous leur donnions l'occasion à eux autres ici de savoir ce qui s'est passé ce jour-là. Puisque vous aurez l'occasion d'entendre, d'abord de voir le film, mais aussi d'entendre des gens qui étaient très proches du général de Gaulle pendant ce voyage-là, qui était dans son entourage immédiat. C'était pas mon cas. J'avais 24 ans, j'étais un militant du RN. J'ai suivi à la radio et à la télévision avec beaucoup de passion le déroulement du voyage et j'ai assisté à la scène de l'Hôtel de Ville et aussi je travaillais à l'Université de Montréal, alors j'étais aussi sur le campus lorsque le général de Gaulle est venu visiter l'Université de Montréal dans une voiture découverte où on voyait aussi Marcel Mars en sa compagnie qui nous disait à nous: on va avoir l'indépendance, les gars. Alors, je ne sais pas si j'espère qu'il n'y a pas ça aujourd'hui. C'est ce que vous avez dit. Ça m'avait beaucoup peur. Il disait les gars parce que je dois dire c'était encore une époque où il n'y avait pas beaucoup de filles à l'université. Ça donnait que la foule sur la voiture, c'était des hommes pour la plupart. Moi, je vais vous apprendre, au fond, quelques souvenirs personnels, mais aussi du contexte plus général dans lequel s'insère cette visite-là. Il ne faut pas oublier que ce contexte est celui d'une relation qui était très faible et très mauvaise, en fait, entre le Québec et la France jusqu'à quasiment 67. Bon, ça avait commencé à changer pas mal, là, mais on peut dire que la relation franco-québécoise était quelque chose de très limité. Il y avait en France une ignorance absolument extraordinaire dont on n'a aucune idée aujourd'hui de ce qu'est le Québec. Pour vous en donner un petit échantillon de cela, un dictionnaire encyclopédique de 1855. C'est dans ma famille, on a hérité ça de nos ancêtres. Dans ce dictionnaire, et ça c'est les lettres A à F, et il y a G à Z que j'ai ici à la maison, et il y a dans ce A à F quand même 1300 pages, et ce sont de très petits caractères, comme vous voyez. Hein. Donc, il y a beaucoup de matière dans cette encyclopédie publiée à Paris en 1855. Si on regarde le mot Canada, on a une idée de l'intérêt que les Français pouvaient avoir en 1855 pour le Canada, et ça donne ceci. Canada, grand pays de l'Amérique septentrionale, divisé en Haut-Canada et Bas-Canada, dont la capitale est Québec. Le Canada, qui appartenait jadis à la France, a été cédé à l'Angleterre en 1763, et c'est tout. Alors, le mot canaille qui suit est à peu près 10 fois plus une description mais ça, vous savez que ça a été cette indifférence, en fait, vis-à-vis, évidemment, j'ai pris le mot Canada, mais j'avais le mot Québec, on avait trouvé deux lignes, disant que c'est la capitale du Canada ou quelque chose comme ça, presque rien. Cette indifférence des Français en 1855, 17 ans après l'écrasement de la rébellion, qui aurait dû être un événement qui aurait eu un grand retentissement normalement en France, cette indifférence-là, elle s'est maintenue pour tout.
peut-être pas au même point, mais dans une grande mesure, jusqu'au début des années 60. Moi, je me souviens que ma grande sœur était allée en France en 1958, et tout le monde s'étonnait de voir qu'elle parlait français, parce que la plupart des Français ne savaient même pas qu'on parlait français au Canada. Je m'excuse, oui, le mot Canada, c'est pas dans mes habitudes, mais c'est vraiment la perspective qu'on avait, que les Français avaient nous, et que nous, on avait nous-mêmes aussi cette appellation de Canada, Canadien, etc. Vous verrez dans le voyage de De Gaulle elle flottait encore beaucoup dans l'air. De Gaulle l'emploie souvent, mais toujours dans le sens, en réalité, du Canada français, de notre peuple à nous. Mais c'est ça, le vocabulaire est encore très courant à cette époque. Il y avait dans cette indifférence des Français une contrepartie, c'est qu'il y avait une grande rancœur aussi chez les Québécois. Les Québécois n'aimaient pas les Français dans les années 50. Moi, j'ai entendu parler abondamment contre la France et les Français. C'était la mode au Québec. C'était une façon de voir. Ça s'appuyait sur plusieurs choses. Le sentiment d'avoir été abandonné par la France, les mutations que nos deux sociétés avaient subies aussi, la France qui était devenue une société très laïque et même très anti-religieuse à bien des égards, également le sentiment que la France avait perdu la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, qu'elle était un pays en déclin, etc. Ce sont c'est la source d'un grand ressentiment des Québécois envers les Français, en fait, à cette époque-là. Naturellement, le pouvoir anglais encourageait beaucoup ces façons de penser. Vous pouvez deviner pourquoi. Tout ce qui était, pour les Québécois, pour les Québécois, tout ce qui était beau, bon, etc., c'était anglais. C'est vraiment comme ça qu'on voyait. Il y avait un complexe d'infériorité extrêmement fort que nous relions au fait que nous étions français, dans une grande mesure. Beaucoup de Québécois de cette époque avaient une très mauvaise opinion de tout ce qui était français, à commencer par eux-mêmes. Et c'était assez terrible. Ça a été une des belles tâches du mouvement indépendantiste que d'amener des changements profonds dans ses façons de voir les choses. Je me souviens que Pierre Bourgault répétait toujours « La France, c'est la quatrième puissance du monde, la France est un grand pays, etc. » C'était très important que nous réhabilitions la France aux yeux des Québécois parce que c'était à réhabiliter les Québécois eux-mêmes à leur propres yeux parce que nous sommes d'origine française et de culture française, quoi qu'on en dise. En 1960, le mouvement indépendantiste, il y avait comme un début de débranlement de l'ordre ancien des choses au Québec, mais le mouvement indépendantiste n'était pas lancé comme dirait Marx, les conditions objectives n'existaient pas pour que ce mouvement prenne son envol. Quand De Gaulle a fait son voyage de 1960, parce qu'on oublie parfois qu'il est venu en 1960 au Québec et à Montréal, quand De Gaulle est venu à Montréal, les temps n'étaient pas mûrs. Il y avait quelques jeunes excités qui étaient très, très gaullistes, comme moi-même d'ailleurs. Ça, c'est le Montréal Matin du 22 avril 1960. Et on voit des gens qui tentent de briser la barrière des policiers pour aller serrer la main du général de Gaulle. Et là-dedans, il y a moi-même. J'avais 17 ans à cette époque-là. Je suis... c'est le garçon là, qui lève son pied en l'air pour essayer de dépasser la barrière policière et essayer d'aller serrer la main de Gaulle. Donc moi j'étais un fervent partisan du général, mais en 1960, la visite de Gaulle je ne vais pas faire passer inaperçue, mais c'était très peu de choses. Très peu de choses. Je pense que la méfiance envers les Français demeurait très forte. Qu'est-ce qui a fait que beaucoup de ces choses ont changé? D'abord, De Gaulle s'est imposé sur la scène internationale comme
certainement l'un des plus grands personnages politiques du 20e siècle, peut-être le plus grand et certainement le plus grand aux yeux des Français. Même des sondages récents montrent que les Français le perçoivent toujours comme leur plus grand homme d'État de toute leur histoire. La France a été, sous le régime de Gaulle, dans une période non plus de déclin comme on la voyait précédemment après la Deuxième Guerre mondiale, mais dans une période de progrès intense, de très très grand progrès économique. La France, qui avait la moitié du PNB per capita des Anglais vers 1950, en avait presque le double, avait inversé carrément la situation lorsque De Gaulle a quitté le pouvoir en 69, c'est ça. Ensuite, De Gaulle lui-même s'est imposé donc comme un très grand personnage. Quand j'étais au Japon, je me souviens que le Premier ministre Nakasourné, dans une entrevue au journal de la Chambre de commerce française, disait « Pour les hommes de ma génération, la France a compté plus que les États-Unis. » Quand vous dites ça au Japon, dans le Japon d'aujourd'hui, ça frappe beaucoup, ça étonne beaucoup, parce que la présence américaine est très forte. Mais pour non seulement les Japonais, mais pour des gens dans le monde entier, dans les années 60, la France a vraiment pris beaucoup de place dans le monde et De Gaulle y était pour beaucoup. Enfin, le Québec avait changé aussi, bien sûr. Nous sommes affirmés de plus en plus et vous verrez à quel point De Gaulle a remarqué ça et insiste là-dessus dans toutes ses allocutions, vous le verrez durant le film. Et les Français ont été jusque dans les années 60 très insensibles à la cause québécoise, aux problèmes québécois, etc. Mais De Gaulle était un personnage qui comprenait beaucoup mieux ce qu'était le Québec. Sa sensibilité était plus grande. Je pense qu'un des facteurs, probablement, est que De Gaulle était un catholique pratiquant. Donc, le côté catholique du Québec n'est pas quelque chose qui leur avait buté. Vous savez, comme beaucoup de Français qui nous regardaient de très, très, très haut parce qu'on allait à l'église. C'était pas le cas de Gaulle. Et bien sûr, les Québécois ont été rassurés par un personnage semblable aussi, bien sûr. Enfin, De Gaulle a évoqué, vous allez le voir dans le film, tout ce qui nous relie, nous, Français et Québécois, tout ce que nous avons en commun. Mais en même temps, il ne l'a pas fait dans une perspective passéiste. Vous verrez dans ce film à quel point les thèmes qui reviennent sans arrêt dans les discours de De Gaulle sont des thèmes de progrès. Progrès industriel, progrès économique, progrès scientifique, etc. Et finalement, il retourne contre les Anglais cette idée de progrès. Parce que les Québécois avaient tendance à voir que tout ce qui était beau et bon et fin et smart venait des Anglais. Et De Gaulle nous montre que c'est nous-mêmes qui faisons le progrès du Québec. C'est nous, dans les années 60, qui sommes en train de faire du Québec une grande réussite moderne, qui sommes en train de faire de Montréal une grande réussite moderne. Donc, il retourne contre le pouvoir anglais, ce qui jusque-là avait été des armes idéologiques très importantes de ce pouvoir-là. Je ne vais pas être trop long simplement sur la signification même de ce que De Gaulle, du message que De Gaulle a lancé au Québec. Vous continuerez à trouver aujourd'hui, quand vous lisez là-dessus, des gens au Québec et même en France qui ont été tellement scandalisés par les propos de Gaulle qu'ils ont cherché soit à dire qu'il n'avait pas toute sa tête et qu'il n'était pas sain d'esprit. En réalité, c'est un homme extrêmement sain, non seulement mentalement, mais physiquement aussi, à faire le voyage de Québec à Montréal, debout dans une voiture ouverte, sous le soleil du 24 juillet et aussi sous la pluie pour une partie du trajet. À 77 ans, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, et peut-être même qu'à 25 ans, il y en a beaucoup qui avaient des difficultés à le faire. Alors, c'est un homme très sain qui parle, évidemment, avec toute sa tête et sans notes, sans texte. Parfois, le texte a été remis aux journalistes et les journalistes ont fait remarquer que il n'y avait pas de virgule qui manquait dans certains cas, tellement la mémoire du général était
fidèle à son texte. Mais il y a des gens qui ont trouvé ça tellement scandaleux, qui ont dit, ben, il a perdu la boule, les séniles, etc. Et il y a d'autres gens qui sont allés plus loin, ils ont dit, mais c'est pas, non, il n'a pas préconisé l'indépendance du Québec. Ben non, pas du tout. C'est une thèse qui est défendue par certains au Québec et en France aussi, parce qu'ils ne peuvent pas concevoir qu'on puisse faire autre chose finalement que du carriérisme et puis servir le pouvoir en place et accepter l'ordre des choses dans le monde tel qu'il est, etc. Ils ne peuvent pas concevoir que c'est possible. Donc ils ont essayé de nous faire croire que De Gaulle a dit vive le Québec. Ça ne voulait pas dire vivre un Québec indépendant. De Gaulle a été pourtant d'une clarté absolue là-dessus, et je vais terminer là-dessus, dans une conférence de presse de novembre 67, donc presque 6 mois après le voyage au Québec, après 5 mois après, il dit ceci: que le Québec soit libre, c'est en effet ce dont il s'agit. Il y faut 2 conditions. La première implique un changement complet de l'actuelle structure canadienne. Il ne parle pas d'une réforme ou de certains aménagements ou accommodements, non, un changement complet, c'est le mot qu'il emploie, tel qu'elle résulte de l'acte octroyé il y a 100 ans par la reine d'Angleterre et qui créa la Confédération. Cela aboutira forcément, à mon avis, c'est De Gaulle qui parle, à l'avènement du Québec au rang d'État souverain. C'est ce qu'il dit dans une conférence de presse à Paris devant à peu près 2000 journalistes. Maître de son existence nationale, comme le sont par le monde tant et tant d'autres peuples, maître de son existence nationale, donc, d'autres peuples, comme le sont de par le monde tant et tant d'autres peuples, tant et tant d'autres États, qui ne sont pourtant pas si valables, ni même si peuplés, que ne le serait celui-là, Donc, il parle d'une réalité différente de celle qui existe, il parle d'un État qui serait. Et il dit que l'autre condition, la deuxième condition, dont dépend la solution de ce grand problème, dit-il, c'est que la solidarité de la communauté française de part et d'autre de l'Atlantique s'organise. Ce qu'on peut certainement conclure des événements, de l'événement comme celui d'aujourd'hui, c'est que 40 ans plus tard, rien n'est réglé d'une certaine façon, et surtout 40 ans plus tard, beaucoup de gens se souviennent. Dans le quotidien de Gazette, ce matin, on fait un éditorial qui dit « Nobody cares », c'est fini, etc. Mais, étrangement, c'est l'éditorial du jour, 40 ans plus tard. Alors, je pense pas qu'on peut dire que « Nobody cares », je pense que De Gaulle a porté un coup extrêmement dur au fondement psychologique de la suprématie anglo-saxonne au Québec. Il a porté un coup extrêmement dur et espérons qu'avec notre travail, notre militantisme, avec l'appui des jeunes générations, nous pourrons faire en sorte que l'abattage qui est nécessaire des vieilles structures va se faire et que le Québec va devenir un véritable Québec libre tel que nous le souhaitons et tel que le général l'aurait souhaité. Merci beaucoup. Vous allez entendre des gens plus intéressants. Encore mieux. Vous allez avoir la meilleure établie. 1967, avec bon vent, fait courir à Mont-le-Dit-Fleuve jusqu'à un lieu qui est bord à la terre du Nord. Il y a un peuple qui se nomme Québec. On va continuer avec un autre témoin du Vive le Québec libre. Il était à ce moment-là conseiller au ministère des Relations internationales du Québec, M. Jean-Robert Zonda, qui va venir vous adresser la parole, avec aussi, je pense, M. Denis Lessard. Je ne sais pas s'il est ici. En tout cas, sans plus tarder, on va inviter M.
Jean-Robert Zonda à prendre la parole. Alors, 40 ans plus tard, je vais vous confier un secret que vous ne répéterez pas. C'est avec beaucoup d'émotion que je suis là, mais je dois vous dire que, étant toujours en fonction au ministère des Relations internationales et en tant que fonctionnaire, notre droit de réserve s'applique et que je vais vous parler de faits, de choses qui sont arrivées, vous préciser des points qu'on a vus dans le film, mais je ne prendrai absolument part, ni d'un côté ni de l'autre, à la question politique, que je n'aborderai pas. Je pense que il est dommage, il aurait été préférable peut-être qu'en voyant le film, on puisse le commenter. C'est plus difficile. Ce film est très bien fait. Je viens de remarquer quelque chose qui me trouble beaucoup, c'est la fin. On vient de voir le général quitter dans un avion d'Air Canada. Or, quand il est parti, il était en uniforme et il était sur l'avion des forces armées françaises qui était à 707. Alors je suppose que dans le film, on a dû recouper et prendre la partie du film du voyage de 1960 quand il est allé à Ottawa, et c'est le départ de 60 qu'on voit, non pas celui de 67. Pour le reste, tout a l'air tout à fait authentique. Je pense que pour débuter, on doit savoir que au départ, quelques jours avant, et nous avons un témoin privilégié qui va vous parler tout à l'heure, qui vous dira qu'il était, lui, de l'autre côté. Moi, je vais vous parler, j'étais sur la piste. Vous étiez dans l'avion. Alors, avant l'arrivée du général, 3 semaines avant, je suis descendu à Québec pour accueillir à bord du France 21 voitures noires, Citroën, toit ouvrant, intérieur cuir, dont 2 étaient équipés avec une barre de chrome pour qu'ils puissent se lever dans l'auto. On a pu apercevoir à quelques reprises des Citroën. Le convoi était composé d'une voiture qui était fournie par les services protocolaires, au volant duquel était le caporal James O'Neill de la Sûreté du Québec, qui travaillait au protocole du gouvernement du Québec. Mais tous les autres véhicules étaient des Citroën. Il était prévu au départ que le général monte en Citroën, c'était son souhait. Les établissements Citroën fournissent depuis toujours au Palais de l'Élysée une flotte de voitures qui sont à la disposition du chef de l'État. Donc, dans ce convoi, ce véhicule en particulier, dans lequel vous l'avez vu, est une Lincoln Continental avec ce qu'on appelle les portes suicides, qui était l'identique de celle qu'utilisait le président Kennedy lorsqu'il a été assassiné à Dallas. Vous avez peut-être reconnu le véhicule. Tout à fait à l'arrière, vous aviez de cette voiture, vous aviez 2 voitures de la sûreté non identifiées et un convoi de 21 Citroën qui avaient les ministres français et québécois qui suivaient. À cause des menaces que nous avions reçues ou de l'appréhension que nous avions au moment du déplacement entre Québec et Montréal, j'avais pris moi-même le volant de la première voiture Citroën et j'avais à côté de moi un petit frigidaire avec 5 litres de sang du général. Il y avait à ma droite le médecin-major de l'armée française, au cas où, et derrière les 3 commissaires divisionnaires, Jouder, le Kabyle, Tessier, le français, et Comiti, le corse. Vous voyez, la France était bien représentée. Ces 3 gardes du corps avaient été donnés au général de Gaulle lors de l'entrée dans Paris, au moment de la libération. Le général Leclerc de Haute-Cloque, qui était lié avec la famille de Salaberry. Vous voyez qu'on est dans le domaine militaire, là. Ces 3 gardes du corps, vous les voyez constamment autour du général, et c'est eux qui assuraient sa sécurité. Lors du voyage, vous avez pu voir à un moment donné que la capote de l'auto se baissait et se remontait parce qu'il pleuvait ce jour-là. Monsieur le Président, vous avez dit tout à l'heure qu'il faisait soleil et qu'il pleuvait également, mais il a plus plu que fait soleil. Nous avions donc prévu dans le 2e véhicule, immédiatement derrière moi, avec M. Hennequin, qui était le valet du général,
nous avions prévu un séchoir à cheveux qui fonctionnait sur 6 volts et une deuxième veste et un deuxième képi. Et à chaque endroit où on s'arrêtait, le général se levait debout, on levait la capote, il faisait son discours, il pleuvait, on fermait la capote, il enlevait sa veste, son képi, il passait par la fenêtre, on communiquait à la deuxième voiture, et là, M. Hennequin séchait avec le séchoir à cheveux la veste et le képi. Et à l'arrêt suivant, le général rechangeait de veste et de képi. On a fait ça, je crois, 11 fois pendant le parcours, jusqu'au moment du discours au balcon de l'hôtel de ville. On a beaucoup spéculé sur cette phrase. Je peux vous citer 2 témoins qui confirment que ce qui a été dit était bien prévu. D'une part, au moment de l'arrivée du Colbert sur le quai, je disais à mon voisin tout à l'heure, regardez bien, à un moment donné, on a failli le perdre. Parce que c'était un petit peu, ça avait été mal pris par les autorités. Au lieu de descendre la passerelle, au moment de descendre, le gouverneur général l'attendait au pied des marches de la passerelle, et à ce moment-là, le général s'est retourné vers l'arrière du bateau, comme ça doit se faire dans la marine, et il a salué, et on a joué la Marseillaise, que vous avez entendue à bord du bateau. Et lorsqu'il a descendu la passerelle, le dernier pas qu'il a fait, il a mis les pieds dans le vide. Et le commandant Floyd, qui est son aide de camp, que vous voyez sur le film, habillé en blanc, l'a rattrapé par l'arrière de la veste, sans quoi nous aurions pu perdre le général. Ça aurait été un tout autre voyage. Alors, nous sommes rendus à Montréal. Je peux vous dire que au moment du débarquement du Colbert, j'avais dans mon véhicule, par le chauffeur, il y avait à l'arrière M. Couve de Murville, qui était le ministre des Affaires étrangères français, et M. Jules Léger, qui était à l'époque l'ambassadeur du Canada à Paris. J'écoutais, évidemment, nous n'étions que 4 dans l'auto, et M. Couve de Murville a dit, Monsieur l'ambassadeur, dans 2 jours, nous allons à Montréal, je tiens à vous prévenir dès maintenant, et je cite les mots autant que je peux d'une façon très précise. Monsieur l'ambassadeur, nous allons à Montréal, au cours du voyage, les discours vont aller en crescendo, et je peux vous assurer que chaque mot, chaque phrase qui sera dite a été mûrement réfléchie. Ça ne voulait rien dire à ce moment-là, mais 2 jours plus tard, sous le balcon, lorsque j'ai entendu ce qu'il disait, c'est revenu. 25 ans plus tard, je soupe à bord de la Jeanne d'Arc, du navire école de la marine française à Québec avec mon épouse. Nous sommes une douzaine à la table de l'amiral à Québec, et on est 25 ans plus tard. Alors on parle évidemment du voyage du général. Je raconte l'anecdote de ce qui s'est passé dans la voiture, et le colonel de l'aviation française qui est assis à côté de moi me dit, mais écoutez, c'est passionnant parce que moi à l'époque j'étais jeune aide de camp, et lorsque nous sommes arrivés à Québec, lorsque le Colbert a pris la pointe de Lauson, le général faisait sa marche de santé sur le pont avec l'amiral Philippon. Il dit, moi je marchais immédiatement derrière, et à un moment donné, le général de Gaulle a dit, et alors Philippon, si à Montréal je disais, vive le Québec libre, et l'amiral Philippon lui dit, mais mon général, vous n'y pensez pas. Et de Gaulle lui aurait dit, mais si, Philippon, j'y pense. Vous avez donc à 30-40 minutes d'intervalle 2 témoins, un sur le bateau, un sur le quai, qui entendent passablement la même chose. Monsieur Perfit, dans son livre, rapporte les mêmes paroles, et lui aussi dit que on avait prévu ce qui allait être dit. Il est évident que le général n'avait pas l'habitude de lire ses discours, vous l'avez vu parler, il parle toujours sans papier, et que c'est lui qui, en finale, déterminait le texte. Donc on ne savait pas vraiment exactement ce qui allait être dit, mais on avait de bonnes raisons de le pressentir à l'époque. D'autres choses absolument bizarres ont été dites, c'est la raison de son départ. On a dit bien,
Ottawa et le gouvernement fédéral, on les comprend à juste titre, avaient été inquiétés par les paroles au balcon. Donc, dans la nuit, le général de Gaulle, qui souffrait déjà de la prostate à l'époque, il a été opéré lors de son retour en France, s'est levé la nuit pour un besoin légitime et il avait refusé de coucher avec la délégation française au Reine Elisabeth et il avait décidé de coucher chez le monsieur Bordaz, qui était le directeur du pavillon français à l'Expo de Montréal. Pendant la nuit, il s'est donc levé vers 1h du matin et dans le couloir, sur un radiateur, il y avait une copie de l'Ottawa Journal. Le général de Gaulle voyait peu à 1,50 m devant lui, sans ses lunettes, il était très myope. Mais le journal étant là, il passe à côté, les lettres étaient grosses comme ça, vous pouvez consulter ce journal aujourd'hui, et on titrait « Les propos du général sont inacceptables, Pearson, Premier ministre du Canada ». De Gaulle a vu ça, il a décidé de réunir dans la nuit son cabinet. Je suis très inquiet parce que M. Masse me regarde, je dis peut-être des choses qu'il ne savait peut-être pas. Et donc, M. Patry me téléphone. M. Patry était le chef du protocole à l'époque. Il me dit, Zonda, vous prenez 3 voitures, vous allez au Reine Elisabeth. Il était presque 2h du matin. Et vous allez chercher la délégation française, c'est-à-dire M. Couve de Murville, le commandant Floyd, qui était son aide de camp, M. Degré du Loup, qui était le chef de cabinet, et les commissaires divisionnaires Joudère, Tessier et Comiti. Dans les 3 voitures, nous sommes donc allés à 2h du matin, à peu près, chez M. Bordaz, et environ 2 heures plus tard, vers 4h, ils sont sortis. On a ramené tout le monde au Reine Elisabeth, et M. Comiti m'a dit, Robert, il faut faire entrer l'avion d'Ottawa, parce que demain, à 11h, ça sera annoncé à Radio-Canada, nous annoncerons que nous quittons de Montréal, nous rentrons en France, la partie du voyage à Ottawa est annulée. C'est donc le général qui a pris la décision de ne pas aller à Ottawa. Il est évident que du côté d'Ottawa, on avait fait des remontrances sévères, mais on ne lui a pas dit de quitter. C'est lui qui a décidé de quitter. Ceci est tellement vrai que j'ai téléphoné, moi, tard dans la nuit à mon père. Mon père était le chef des cuisines du gouverneur général à Ottawa, et je savais que papa préparait pour le lendemain soir le plus grand dîner de sa carrière, un dîner d'État à Ottawa, pour 100 personnes, en l'honneur du général. Je lui ai dit, écoute papa, ne te casse pas les pieds pour demain, le dîner n'aura pas lieu, mais on n'en parle pas jusqu'à 11h demain matin. Alors, je vais vous prouver que c'est vraiment vrai qu'il était attendu, c'est que ce soir-là, le dîner d'État dans la salle de bal du gouverneur général, à Rideau Hall, a été servi, comme si de rien n'était. Étaient à table 4 personnes. Le gouverneur général et Madame Michener, Roland et Nora Michener, Lester et Mary Pearson, et 96 places vides. Et on a insisté pour que le dîner soit servi comme si de rien n'était. J'ai à la maison les 4 menus signés par ces 4 personnes ce soir-là, qu'ils ont remis à mon père. Donc, on l'attendait bien. On l'attendait tellement aussi que le lit dans la chambre royale à Rideau Hall était beaucoup trop petit. Le général faisait pratiquement 7 pieds avec son képi. Et on avait rajouté au lit qui est prévu pour la reine, normalement, on avait rajouté 18 pouces, on l'avait rallongé. Alors tout était prêt et le voyage n'a pas eu lieu. Le dernier détail que je vais vous raconter, c'est le départ. Je pense que les médias ont une facilité de peut-être, je dirais pas manipuler, mais peut-être de traduire à leur manière les événements. Et là encore, vous pouvez vous-même retracer les journaux de l'époque, vous verrez « There was nobody to say goodbye » à Dorval. Il n'y avait personne pour dire au revoir.
Or, le matin du départ, après avoir inauguré le pavillon français, on a descendu, on a coupé le ruban, on a été les premiers à descendre Décarie, qui venait d'être inauguré, et au coin de Décarie et du boulevard métropolitain, nous avons arrêté le convoi et demandé à la police de Montréal de nous envoyer tout ce qui leur restait comme moto, et nous avons poursuivi jusqu'à Dorval avec 42 motards, tellement il y avait du monde. Le Royal 22e Régiment, le seul régiment francophone au Canada, avait envoyé une garde d'honneur de 100 à l'aéroport de Dorval, qui a présenté les armes et rendu les honneurs au général au moment du départ. Difficile de dire dans ces circonstances qu'il n'y avait personne pour dire au revoir. J'ajoute, pendant que je suis sur cette note, un détail qui va peut-être vous surprendre. Vous avez vu au début du film, ça m'a échappé tout à l'heure, vous avez vu arriver la garde d'honneur composée de 100 hommes. Lorsque les deux drapeaux, les drapeaux du régiment sont présents, ils sont 50. Lorsque le drapeau du pays et du régiment sont présents, ils sont 100. Or, cette garde d'honneur que vous avez vu arriver, en veste rouge et en bonnet à poil, c'est l'uniforme français. Tiens, je vois des sourcils. Eh bien oui, lors de la reddition de Napoléon en 1812, la France cède à l'armée britannique l'autorisation de porter l'uniforme des grenadiers de la garde. Et contrairement aux 5 régiments britanniques qui portent le bonnet à poil eux aussi, mais qui n'ont pas d'écusson sur le dessus, le Royal 22e Régiment de Québec arbore sur son bonnet à poil le castor à l'avant, à l'endroit où les grenadiers de Napoléon portaient l'aigle impérial à 2 têtes. Alors lorsque vous voyez cet uniforme, pensez-y à 2 fois. C'était l'uniforme français. Je vous laisse là-dessus. Merci. Notre prochain invité est un historien qui s'est d'abord distingué dans le monde de l'enseignement. Il a ensuite été ministre d'État à l'Éducation et à la fonction publique sous le premier ministre unioniste Daniel Johnson. Il a été ministre des Affaires intergouvernementales sous Jean-Jacques Bertrand en 1969. Il a ensuite été élu pour le Parti progressiste conservateur en 1984. Il a été ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources et ministre de la Défense sous le régime de Brian Mulroney. Il a ensuite quitté la politique fédérale et a été délégué général du Québec en France de 1996 à 1997. Alors accueillons l'honorable Marcel Mars. Bonsoir. C'est la première fois que je revois le film depuis plusieurs années. Évidemment, c'est fort intéressant, c'est fort émouvant. Alors, je tiendrai d'abord à remercier la Société Saint-Jean-Baptiste pour avoir organisé cette réunion où on commémore 40 ans de la visite du général de Gaulle. On a beaucoup discuté de ce 40e anniversaire dans les journaux depuis quelques jours. Et je pense que la Société Saint-Jean-Baptiste a joué son rôle tel qu'elle doit le jouer. Les événements ont marqué Montréal. La Société Saint-Jean-Baptiste est un organisme national et qui porte l'histoire du Québec et qui a vocation à la commémoration. Je tiens à le dire dès le départ, les partis politiques n'ont pas vocation à la commémoration. Ce n'est pas leur responsabilité dans la société. C'est de réfléchir sur la société, de proposer des solutions à la société, d'être des organes essentiels au vote, à la démocratie. Mais ce n'est pas leur responsabilité que la commémoration. Et quand je vois les journaux qui reprochent aux partis politiques de ne pas avoir commémoré l'événement, à mon avis,
c'est pas leur responsabilité. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent être silencieux. Ça ne veut pas dire que les dirigeants ou les membres des partis politiques n'ont pas à s'exprimer s'ils le désirent. Mais donnons aux partis politiques la chance de jouer leur rôle dans notre société. S'ils ont déjà suffisamment de problèmes, c'est déjà suffisamment pénible pour ne pas les charger inutilement dans des domaines qui ne sont pas les autres. Alors, je tiens à le dire, entre autres, comme responsable de la Société du patrimoine politique du Québec. Voilà, des sociétés qui doivent et qui se penchent sur ces questions-là, et je vais y revenir dans un instant. Ce qu'on m'a demandé ici ce soir, et les anecdotes ou les faits là, qui nous sont révélés sont fort intéressants, évidemment, comme quelques-uns d'entre vous, pour ne pas dire plusieurs. J'ai moi aussi appris des choses, y compris comme ancien ministre de la Défense nationale, le truc du chapeau. Je ne savais absolument pas que ça relevait de l'armée de Napoléon. Comme quoi on en apprend toujours. Voilà pourquoi il faut vivre le plus longtemps possible pour en savoir un minimum. Alors, donc, de repositionner ça dans le débat, c'est ça la commémoration. C'est l'émotion de l'événement, mais c'est profiter aussi d'un certain éloignement de l'événement pour situer bien cet événement, pour comprendre, et puis voir un peu qu'est-ce qui est arrivé après. Qu'est-ce qui est arrivé après? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on se retrouve ici, 40 ans après? Pas tellement plus avancé qu'on l'était 10 ans avant la venue du général de Gaulle. Ça aussi, c'est un sujet qui pourrait être fort intéressant, mais bon, je vais essayer de l'aborder rapidement parce qu'on n'est pas ici pour des heures. La Société du patrimoine politique commémore l'année dernière 50 ans du rapport Tremblay. Le rapport Tremblay, le juge Tremblay, on est au milieu des années 50, c'est Duplessis qui est là, et la société québécoise, devant les envahissements, le dynamisme, la volonté de faire d'Ottawa, sent le besoin de faire le point de son histoire et de sa relation avec le gouvernement canadien, et également quel besoin que le Québec, les choses étant ce qu'elles sont, les besoins que le Québec doit avoir sur le plan constitutionnel. Ça a été un moment très fort. Pendant 2-3 ans, les élites de la société, les penseurs, les professeurs d'université, les corps intermédiaires, de la Chambre de commerce aux enseignants, tout ce qui était dans le décor et qui s'intéressait à l'évolution du Québec, a travaillé à fond. Et le rapport est sorti. Et il a préconisé un certain nombre de points, mais ce qui est important, c'est qu'il y a eu une analyse profonde et un consensus au Québec sur la question de la réforme constitutionnelle. C'est le Québec qui a été demandeur tout le long. C'est le Québec qui a proposé continuellement la réforme constitutionnelle. C'est très important parce qu'à partir de là, les années 60, on est dans les années 60, le gouvernement Lesage prend sa position constitutionnelle, sa discussion avec Ottawa, largement dans le rapport Tremblay, la commission royale d'enquête. Donc, c'est la base sur laquelle, pendant 10 ans et plus, le Québec va travailler. Donc, c'est pas tombé du ciel tout ça. Ça a eu des étapes de toute une société. Le général de Gaulle est invité par le Canada à souligner, par l'Expo et par sa présence en terre canadienne, le 100e anniversaire du Canada. Donc, et pour être en 67, il est invité dans les années 63-64. Dès ce moment-là, le général a refusé de participer à cette commémoration du 100e anniversaire du Canada. Pour lui, ça ne se faisait pas. C'était pas à un président français d'aller célébrer 100 ans du Canada, parce que pour lui, c'était une période où le Québec, on revient à la commission Tremblay, le Québec n'est pas heureux de cette situation et est demandeur d'une réforme constitutionnelle en profondeur, qui a été reprise par Lesage pendant toutes les années qui étaient là. Souvenez-vous comment est-ce que le gouvernement fédéral poussait pour une formule d'amendement qui s'appelle la formule Fulton-Favreau, qui a été jusqu'à un certain point l'éclatement du gouvernement de Lesage. René Lévesque, entre autres, et quelques autres, ne voulaient pas donner leur accord à cette formule d'amendement
disons, parce que pour eux, le Québec y perdait énormément, et le gouvernement Lesage a été obligé de retirer. Donc on voit qu'il y a beaucoup de relations en profondeur entre le peuple québécois, le peuple, le reste du Canada, à travers le gouvernement fédéral. Et qui est au gouvernement fédéral? C'est Lester B. Pearson. Et ce sera une des premières victimes de la présence de Gaulle ici. Parce que pendant que nous, on regarde la chose de notre point de vue, il faut regarder aussi qu'est-ce qui s'est passé ailleurs. Qu'est-ce qui est advenu après ça? Qu'est-ce qui est arrivé? Alors, Pearson, Premier ministre du Canada, Lesage, Premier ministre du Québec, négocient ensemble, entre autres, toute la question de la fiscalité. Les besoins des provinces sont presque infinis, compte tenu de la responsabilité sociale, santé, éducation et autres. Et le gouvernement fédéral a des ressources élastiques énormément, mais moins de pouvoir. Donc, Lesage, avec les autres provinces, il faut donner à Lesage l'énergie, il faut transférer une partie de ces fonds pour assurer que les provinces développent adéquatement leurs responsabilités, y compris, entre autres, pour lui, au Québec. Et ça bloque. Ça bouge beaucoup en 63-64, Commission Laurendeau d'emploi. André Laurendeau demande, pendant ces années-là, de repenser la Constitution canadienne sur l'ensemble de l'opération. Pendant des années, ça a été demandé, et personne accepte. Commission Laurendeau d'emploi. Les fameuses pages bleues, au départ, écrites par Laurendeau sur ça, où au fond, on pousse l'idée d'un Canada à deux nations. Et là, apparaît Daniel Johnson. À la fin du régime Lesage, après la formule Fulton-Favreau, en 65-66, comme on dit, il y a de l'eau dans le gaz. Les choses ne vont pas comme ils devraient aller dans le Parti libéral. Lesage perd de son leadership, des ministres comme Lévesque, Gérin Lajoie et autres prennent beaucoup d'importance, et Lesage est à bout de souffle, si je peux m'exprimer ainsi, sur le plan de la réforme constitutionnelle. C'est l'époque où Johnson, qui a succédé comme chef de l'Union nationale, replaçons-nous la décennie des années de 60 à 67. Souvenons-nous d'ailleurs, parce que c'est un fait largement oublié, que la délégation générale du Québec à Paris était dans les cartons de Duplessis. Dans les années 57, il travaillait à cette idée, poussée par d'autres, avec l'ancien ambassadeur du Canada. Il avait même fait inscrire 50 000 $ dans le budget de l'industrie et commerce pour payer des études. Mais ça nécessitait sa présence là-bas. Et il est en fin de carrière, pour ne pas dire en fin de vie, on sait comment ça s'est produit, et il souffrait de diabète profond, disons sérieux, et il ne pouvait pas se rendre en France pour cette opération, mais elle était déjà inscrite dans l'administration québécoise et dans la politique québécoise. Et, bon, Sauvé n'a jamais eu le temps, avec les 3 mois qui étaient là, de reprendre ça, mais Barrette, 60, de Gaulle revient ici, il ne faut pas oublier ça. Au mois d'avril, Premier ministre, incroyable, on ne s'en souvient pas, c'est Antonio Barrette. Il reçoit le général de Gaulle, et l'administration québécoise en profite pour reprendre cette idée de part et d'autre, au point que durant la campagne électorale, Barrette a annoncé l'ouverture d'une délégation du Québec à Paris. Comme d'ailleurs, avant ça, il avait annoncé la relation sur la question de l'Expo était suffisamment avancée pour annoncer un important programme de voirie qui était entre autres le boulevard métropolitain, la place des Arts, l'aréna Sauvé, en tout cas l'aréna Sauvé, là, et le centre Sauvé, et un certain nombre d'autres choses pour permettre à Montréal d'être bien équipé pour recevoir l'exposition. Donc, on part de loin là, dans cette histoire-là. Aux élections de 62, on est omnibulé, tout ce qu'on se souvient, c'est l'étatisation de l'électricité. Bon, on a raison, c'est très important. Mais soulignons que pour sa part, Johnson, à ce moment-là des élections, propose la tenue des États généraux du Canada français pour faire le point collectivement sur notre présence dans le Canada et voir entre nous, au fond, quelles sont nos demandes jusqu'à un certain point. Les États généraux du Canada français, c'est dans le programme de l'Union nationale en 62. Et quand il est revenu, après les élections où il a été défait, il a proposé à l'Assemblée nationale
comme chef de l'opposition, la tenue des fameux États généraux. Pour les libéraux, c'était aller trop loin, c'était l'incertitude et l'inconnu qu'allait-il sortir de cette boîte-là. Alors, ils ont préféré, leur majorité, amender le texte de Johnson, et c'était le comité parlementaire sur la Constitution, qui a eu son heure de gloire, qui a vu des choses, mais ce que je retiens, c'est que les États généraux, qui, comme la délégation du Québec, c'est pas Barrette là, c'est un an après, c'est pas passé de près, en 61, le sage a pu l'inaugurer. Mais qui se souvient que ça venait de Barrette? Là, les États généraux, souvenez-nous, ici en 68, 69, je me souviens, Jacques Yvan Morin, puis Rosaire Morin, enfin toute l'équipe qui ont fait les États généraux du Canada français, ben, c'était déjà dans le programme de l'Union nationale. J'ai dit ça parce que Barrette, pas Barrette, mais Johnson savait où il s'en allait. Alors, il y avait une vue tout à fait différente de celle de Sage. 66. Son livre, Égalité ou Indépendance, et il préconise, en 66, la tenue d'une condition d'une commission là, pour la Constitution québécoise. Constitution des affaires de la nation. Des affaires de la nation. En tout cas, c'est comme Turc préconise actuellement. L'Assemblée constituante. Donc, mon point, c'est que c'était dans ce programme-là en 66, on en parle encore en 2006, puis on n'est pas certain qu'on pourrait le faire. Et pourtant, Johnson croyait profondément que le Québec doit avoir une constitution, comme d'autres provinces, je pense que c'est l'Alberta, il y a d'autres provinces qui ont une constitution. Et c'est en vertu de cette constitution que l'Union nationale a relié le Conseil législatif, qui a changé les comtés, etc. Donc, il y avait une action très profonde. 67 arrive. Le général de Gaulle, il n'est pas tombé, disons, dans l'inconnu entre ici. Tout ce que je résume très très rapidement, il y a de la documentation. Et le général de Gaulle, il est venu finalement, et il le dit dès le début, à l'invitation de Johnson. À votre invitation, c'était pas l'invitation du Canada, à votre invitation, celle de Johnson. Le gouvernement va changer en 66, Johnson repart où on en était, et pour lui, cette opération de Gaulle, cette opération de l'Expo est très très importante. C'est une façon pour le Québec de se faire connaître à travers le monde, de faire connaître son point de vue. Et bon, alors, le gouvernement nomme un ministre pour coordonner un peu l'action. Il s'adonnait que j'étais là. Alors, j'ai eu cette tâche de ministre délégué à l'accueil des chefs d'État pour coordonner la partie politique et faut rendre hommage au chef du protocole, André Patry, qui a joué un rôle essentiel, fondamental dans l'ensemble de l'opération des chefs d'État à l'Expo, y compris particulièrement celle de celle du général de Gaulle. Également, un autre personnage, parce qu'on regarde ça, le chemin du roi, c'est emballant et ça, mais il y a des acteurs derrière ça, et celui à qui on avait confié la responsabilité de l'organisation de cette journée-là, de Québec à Montréal, pour que les choses se passent très bien, c'était Maurice Custeau, qui a été mieux connu après ça comme président-directeur de l'Auto-Québec, Journal de Montréal. Bon. Alors, il y avait du monde. Mon point, c'est que, on regarde le film, il y a du monde qui l'ont organisé, la réception. Alors, de toute façon, le général de Gaulle vient ici, après, et avec son équipe, à s'être profondément, je veux dire, informé sur les mémoires, en partant de la commission Tremblay, les mémoires que le gouvernement Lesage, le gouvernement de Johnson avait fait sur les questions constitutionnelles, leur point de vue, les discours de ces gens-là, et il n'était donc pas dans une terre là, où il tombait à rien. Il savait exactement ce qui se passait, et on le voit très bien dans les phrases qu'il emploie. Et lui, qu'est-ce qu'il apportait? Il apportait, et c'est sûr, vive le Québec libre, l'internationalisation du mot Québec et de l'existence du Québec, c'est fondamental, c'est très important, mais ça ne doit pas occulter, ça ne doit pas cacher l'ensemble du reste du voyage. De Gaulle apporte son poids au Québec pour s'assurer au maximum un succès pour le Québec dans cette négociation avec le gouvernement fédéral. Dans l'ensemble de la documentation, puis où chacun avait ses idées, les idées de Johnson, d'un pays à deux, les idées de la commission Laurando-Danton, un pays à deux, c'est vers ce genre de choses qu'on s'en allait, avec un Québec, avec sa constitution, et bon, on avançait à des choses qu'on n'a toujours pas maintenant, c'était ça qui se faisait. Et Pearson était un responsable, un négociateur,
qui acceptait l'évolution du Canada. C'est lui qui avait formé la commission, Laurent Danton, etc. Il acceptait ça. Et la première victime, à mon avis, ça a été Pearson. Parce qu'après cette rencontre-là, il y a eu la conférence Canada of Tomorrow à Toronto, à l'automne, où pour la première fois, Robarts, premier ministre de l'Ontario, et Johnson ont réuni tous les provinces sans la participation du gouvernement fédéral. C'est jamais arrivé depuis, jamais avant, pour discuter de l'avenir du Canada. Et cette réunion de 2 jours est fondamentale parce que là, le fédéral avait un straponté par un fonctionnaire. Il n'était plus à la tête ou en direction de l'évolution constitutionnelle du Canada. Il était un sujet passif à cette réunion. Alors, tout ça a fait que pour des gens à Ottawa, ça en était trop. Pearson ne pouvait plus continuer à diriger au nom du Canada ce qui s'en venait, une relation, une discussion en profondeur entre le Québec et des alliés comme Robert sur un Canada nouveau. Et il a été carrément mis de côté et il a démissionné dans les semaines qui ont suivi, au mois de décembre, je ne me souviens plus exactement, pour de nouvelles élections. Une nouvelle élection à l'aspect du Parti libéral. On connaît le reste de l'histoire. C'était pas évident au départ, mais celui qui a été sélectionné, avec toute une équipe de Marc Lalonde et compagnie, qui voyait un Canada tout à fait différent, c'était Pierre-Éliott Trudeau. Et pendant ce temps-là, Johnson, lui, négociait son Canada avec Stanfield. Les élections de 68, souvenons-nous de la chose. Stanfield préconise un Canada de 2 nations avec Marcel Faribault. Donc, le Canada du rapport Rondeau-Danton, le Canada de égalité et indépendance, le Canada des États généraux de Johnson. Mon point, c'est qu'il y avait une continuité. Et là, c'est les élections en 68. Que fait le Québec? Après avoir applaudi, il a voté Trudeau. Il a voté Trudeau. Et si vous regardez bien le score, et si vous dites le Québec a voté en même proportion que le reste du Canada, il avait voté Stanfield. Si Stanfield avait eu la même proportion, c'est Stanfield qui a été premier ministre du Canada. Mais c'est pas Stanfield qui était là, c'est Trudeau. Et Trudeau avait vocation, il avait responsabilité dans le gouvernement fédéral de s'opposer carrément à ces demandes québécoises exprimées par Johnson. La première chose qu'il a faite, il a nommé Jean Marchand à la commission de Rondeau-Danton, puis bon, ils ont changé toutes ces choses-là pour finalement, eux, arriver non pas à 2 nations, comme dans l'égalité et l'indépendance, ces choses, arriver à 2 langues. Que pour lui, c'est l'avenir du Canada, pour satisfaire le Québec, c'est la langue officielle, le bilinguisme. Non pas le biculturalisme, mais le bilinguisme. Et souvenez-vous de cette conférence où j'étais là avec Johnson, à Ottawa, où Pearson a laissé parler Trudeau sur toute cette affaire-là et l'affrontement qu'il y a eu entre Trudeau et Johnson sur cette question de la langue. Johnson plaidait, nous, on n'est pas demandeurs de ces langues-là à Ottawa. Nous, ce qu'on veut, c'est des pouvoirs pour assurer la survie de notre langue au Québec. Ce qu'on a besoin, c'est des pouvoirs pour le Québec. C'est pas de forcer les gens du Yukon à parler français. Mais pour Trudeau, c'était tout un autre monde et c'est là que ça s'est beaucoup, beaucoup changé. Et là, à partir de là, le reste de l'histoire, vous connaissez, des valeurs, par exemple, la disparition prématurée de Johnson a eu un impact incroyable sur l'Union nationale, parce que Johnson s'en allait, et c'est dans le programme de 70, il termine là-dessus, Johnson. Il faut donner au Québec une constitution qui distingue le Québec par ses institutions du reste du Canada. Et ce qu'il préconisait, le travail de Johnson qui apparaît dans le programme de 70, de donner des institutions présidentielles. C'était que la Constitution du Canada reconnaisse que les provinces décident eux-mêmes s'ils veulent un système parlementaire de type britannique ou un système parlementaire de type républicain. Et incroyable, personne ne s'en souvient, mais dans le programme de l'Union nationale en 66, les élections portaient sur cette chose-là. C'est sûr sur le régime républicain. C'est sûr que si Johnson avait été aux commandes et en santé, l'élection aurait été une autre chose, mais c'était quand même, disons, la dernière note de son testament
de l'évolution. Ça aurait donné un Québec tout à fait différent. Quand on parle aujourd'hui de la proportionnelle, quand on parle des élections à date fixe, mais c'est toujours un système républicain qui répond réellement à cette affaire-là, plutôt que d'essayer de maquillonner des systèmes britanniques pour en faire des systèmes républicains. Ça fait des cheval avec des oreilles d'âne, des choses. Mais on n'a jamais osé aller jusque-là depuis. C'est ça mon point. Le bouillonnement des idées des années 60. Regardez l'évolution 30, 40 ans après. Il y en a encore des gisements d'idées préconisées à cette époque-là qui sont d'apparence révolutionnaire 40 ans après. C'est incroyable. Alors, là, cette période-là, donc, De Gaulle vient pour donner son appui à son ami Johnson pour internationaliser les relations, pour faire en sorte que le Québec a une main plus forte qui annule directement les abandons de Louis XV, parce que De Gaulle est beaucoup un homme historique et il épousait ce problème que les Québécois avaient de se sentir avoir été abandonnés. Et sur le plan de l'impression du voyage, ce qui m'a le plus marqué dans ces deux choses, c'est quand on arrive à Québec, la ville de Québec, là, lorsqu'on sort de l'hôtel de ville, il y a ce premier contact là, direct avec la population, la vraie, celle de la rue, non pas celle de l'armée ou celle de l'élite. Et là, il dit, de lui-même, on se sent chez nous ici. Et les gens applaudissent. Il y a une relation très profonde qui se fait. On déchire le passé puis la frustration là d'avoir été abandonné puisque on est ensemble, chez nous, chez eux, etc. Et quand on est arrivé à partir de Repentigny, qu'on a traversé Montréal, comme dirait De Gaulle, c'est un souvenir impérissable. Et c'est sûr qu'on sentait ça, on le voyait. J'ai vu à quelque part un francophone, un Québécois, habillé avec des uniformes, son uniforme militaire de la guerre de 14-18, son habit bleu, avec son chapeau, et puis son petit drapeau québécois. Alors, lui, comme beaucoup d'autres, criait pour la première fois, depuis des années en tout cas, la fierté d'être de langue française, pour employer un terme neutre, d'être de langue française. Souvenez-vous de Gordon, des manifestations pour avoir Lorraine Élisabeth. J'étais dans la rue à ce moment-là. Je ne sais pas si Dorion n'était pas dans la rue, il était dans son berceau. Moi, j'étais déjà dans la rue. Donc, au fond, des batailles qu'on faisait pour avoir 2-3 petites affaires, là, à travers De Gaulle, il criait, il se libérait psychologiquement. Pour une fois, il était heureux de pouvoir se dire, j'emploie non pas le mot français, mais de langue française, parce que je n'aime pas le mot francophone qui ne veut rien dire, de langue française, et là, il pouvait le faire. Et ce sentiment de libération, il était palpable. Et je n'ai pas été surpris du tout quand le général, dans sa première adresse à la foule de Montréal, je vous confie un secret, que j'ai senti là les impressions que j'avais à la libération de Paris. Mais il est le seul à pouvoir le dire, parce qu'il est le seul qui avait fait les deux. Mais ça m'apparaissait évident que c'était un soir de libération psychologique. Mais, après ça, il y a les heurts, il y a les malheurs, il y a Bertrand, 1063, l'éclatement de l'Union nationale, etc., blablabla. Le reste, vous le connaissez, c'est pas l'objet c'est pas ma responsabilité ici que de finir toute l'histoire. Mais vous voyez jusqu'à quel point c'est un temps fort politique très important. Ce n'est pas qu'un temps fort pour les souverainistes, c'est un temps fort pour l'histoire politique du Québec. Le Parti libéral a éclaté. Il a éclaté. Dans les semaines qui ont suivi, le sage ne pouvait pas, poussé par ces gens, accepter ce qui s'était passé dans ce voyage. Il y avait un communiqué de presse très dur qui amène François Aquin à quitter le Parti libéral, qui amène René Lévesque, et puis Michaud, puis beaucoup d'autres à quitter. C'était la fin de l'aile nationale, de l'aile nationaliste, on veut dire, du Parti libéral. Ça s'est produit. Donc, ça a eu un impact terrible sur le Parti libéral provincial. On ne peut pas dire que ce n'est pas un événement qui doit être commémoré, je veux dire, peut-être négativement, mais c'est un événement politique important. Le Parti libéral fédéral. Personne n'est sauté, Trudeau est arrivé, c'est tout un autre monde qui s'est produit de l'autre côté. Il y a eu jusqu'à un certain point un virement de 180 degrés dont on a encore les conséquences. Mais je veux dire, ça s'est fait là.
l'Union nationale, c'est sûr que tant que Johnson était là, il tenait l'affaire. Je sais comment était la conférence de Tomorrow. Canada Tomorrow, c'était difficile avec Marcel Faribault qui ne pouvait pas accepter parce que De Gaulle avait fait une intervention la même journée pour appuyer sur l'avis de Gaulle. Mais évidemment, à un moment donné, il en mettait plus que le client voulait, mais c'était une autre histoire. Alors là, il y a eu un affrontement auquel j'ai participé avec quelques autres autour de Johnson qui a été très profond, très violent sur cette affaire-là. Parce que un certain nombre de personnes demandaient que Johnson émette un communiqué de presse pour se prononcer contre ce que De Gaulle disait à Paris. Mais pour Johnson, il avait besoin de Gaulle si on voulait avoir un poids énorme sur le plan international dans cette négociation-là. Alors l'Union nationale, après ça, Johnson est mort, puis Bertrand, c'est un autre monde, et puis là est arrivé le loi 63, puis là, Bourassa a été élu, on tombe dans un autre monde. Mais mon point, c'est que c'est un moment fort de notre histoire politique, notre histoire constitutionnelle, et je dirais même notre histoire sociologique, parce que de pouvoir s'afficher aussi profondément en français, c'était une première dans notre histoire. Alors c'est un point c'est un moment très fort, et tout le monde a intérêt à faire comme on a fait ce soir, se remémorer ça par différents témoignages repositionnés dans des grilles de lecture différentes de l'un à l'autre, et je tiens en terminant à remercier de nouveau Jean Dorion, la Société Saint-Jean-Baptiste, de nous avoir eu l'occasion de revivre et de reparler, de repositionner l'ensemble de cette journée-là, de ce voyage-là, qui reste fondamental pour notre histoire politique. Je vous remercie. J'ai oublié un peu les applaudissements, tellement que j'avais oublié que j'étais d'accord pour une période de questions. Alors, s'il y en a qui ont des questions auxquelles je peux tenter de répondre, certains aspects, ça me fait plaisir. Oui, madame. Madame? Excusez. Jean Maillard. J'étais en 95 au congrès de l'association France-Québec et Québec-France à Versailles. Et le conférencier invité était M. Dorin. Je ne sais pas si ce nom vous rappelle quelque chose. Oui, Bernard Dorin. Bernard Dorin, oui. Qui était un des principaux organisateurs, sinon l'organisateur en chef de la visite de De Gaulle ici. Donc, il y en a toujours beaucoup qui se le sont dit. Mais il a joué un rôle clé. Il a joué un rôle clé. Je ne pense pas qu'on peut dire qu'il était l'organisateur. Il était dans le cabinet de Perfit. Il a joué un rôle clé dans la négociation Perfit-Québec. Et M. Dorin avait insisté sur plusieurs tracasseries de la part d'Ottawa pour, d'une part, gêner les relations entre le Québec et la France, généralement, et secondo, pour mettre tout plein de bâtons dans les roues dans l'organisation du voyage de De Gaulle ici au Québec. Ouais. Et, entre autres, par exemple, De Gaulle a refusé d'arriver en terre fédérale en premier, parce que je crois que le premier projet, c'était que le bateau devait accoster, je ne sais pas trop où, mais ailleurs. Et ils ont trouvé un petit compromis allant sur le front, etc. Et personne ne parle vraiment de toutes ces tracasseries qui révèlent vraiment la mauvaise volonté d'Ottawa contre le Québec, contre les retrouvailles entre la France et le Québec. Oui. Ça a été une opération, l'Expo 67, par le Québec. C'est une opération auquel le fédéral ne s'attendait pas. Quand ils avaient décidé d'organiser l'Expo 67, c'était entre libéraux. Et puis, donc, c'était le centenaire du Canada. La relation a été plus facile, mais l'élection 66 a changé les choses et a amené Johnson à comprendre l'importance, dès l'été 66, l'importance de bien s'organiser pour cet événement, pour l'ensemble des chefs d'État. Et là, il a fallu faire sa place dans les négociations ardues, des coups fourrés de toutes sortes avec le gouvernement fédéral qui, lui, voulait que l'Expo serve à lui, à son centenaire, et à montrer comment le Canada est beau, fin, grand et tout ce que tu veux là. Mais la place du Québec a fallu la faire constante. Et le rôle clé, c'est André Patry et son équipe a joué un rôle clé dans cette opération
Comment ouvrir l'affaire? Comment s'assurer que, oui, Ottawa aura son spectacle, puis le Québec aura le sien? Puis je me souviens, à chaque fois qu'arrivait un chef d'État, ça faisait partie de ma vocation, parce qu'il y en a eu plusieurs, il y en a eu plusieurs dizaines, hein? Alors, de les accueillir à l'aéroport, puis là, on était en voiture, puis là, on avait une demi-heure, puis là, il fallait raconter notre propre histoire. On l'amenait à l'Université Laval, puis là, M. Vachon expliquait l'importance de l'éducation universitaire. Alors, écoutez, je veux dire, on passait notre message partout. Alors, le fédéral le savait fort bien et puis acceptait difficilement cette opération. Particulièrement, c'est évident dans le général de Gaulle. J'ai même eu l'occasion de me rendre à un moment donné, partant de la Nouvelle-Écosse, de me rendre à Saint-Pierre-et-Miquelon pour être capable de travailler un peu plus à l'aise avec certains représentants français pour organiser les choses pour qu'elles se passent très bien. Mais il est sûr que la visite on oublie que Johnson était allé à Paris au mois de mai avant. Il était même une partie de football, le ballon avait été envoyé en direction de Gaulle, puis bon, il a été sur toutes les premières pages de France. Alors il y avait une relation très suivie entre le sage et, c'est-à-dire entre De Gaulle et Johnson. Qu'aurait été l'avenir? On ne sait pas, on tombe dans les hypothèses. Mais c'est sûr que De Gaulle voulait aider au maximum avec son poids, puis en allant plus loin, hein, plus loin que l'autre demandait pour qu'il y ait, je veux dire, une marge de manœuvre et bon, enfin, une négociation qui se faisait entre les deux. Mais c'est sûr qu'Ottawa n'a jamais accepté ça. C'est évident. Un point intéressant, c'est que, contrairement à ce que plusieurs disent, De Gaulle était extrêmement bien informé. Ah, totalement. Non seulement sur l'histoire du Québec, les négociations avec Ottawa, mais aussi sur toutes les tracasseries du fédéral. Ah, oui. Et De Gaulle en a profité pour régler ses comptes avec Ottawa. Et c'est probablement la raison pour laquelle il n'est jamais allé à Ottawa. Non, c'est lui qui peut le dire, je ne peux pas répondre comme ça. Mais je veux dire, c'est sûr que c'est Ottawa ne voyait pas ça du même angle. Oui. Mais, excuse, alors, on ne peut pas rentrer au Canada si on ne rentre pas par le fédéral. Parce qu'on rentre par bateau, les ports, c'est fédéral, on rentre par voiture, les douanes, c'est fédéral, puis on rentre par avion, les aéroports, c'est fédéral. Alors, peu importe où tu rentres, tu as toujours, oui, M. Mitcheller, M. le gouverneur, mon cher M. Johnson, tu n'as pas le choix. C'est-à-dire, alors, sûr que lui, bon, il a préféré venir en bateau pour 100 000 raisons, mais il est quand même rentré par le fédéral. Il y a une question de la reine d'accueil, je pense. Puis ça la pauvre reine, là, elle était venue ici en 62, je pense pas qu'elle aurait été partie prenante facile là-dessus. Elle n'est jamais revenue depuis. Oui, parce que ici d'abord, après. Moi, M. Masse, je suis votre carrière depuis le temps de Daniel Johnson. Vous avez de la patience? J'ai 62 ans. Et puis, j'ai vu que vous avez toujours été au front pour la bataille nationaliste. Vous avez fait un détour du côté du Beauvais, du temps de Mulroney. Maintenant, vous êtes toujours avec nous pour réaliser un Québec. Moi, la question que je me pose, c'est si on veut faire l'indépendance démocratiquement et pacifiquement, mais avec toute la passion que le général de Gaulle évoquait il y a 40 ans, qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes pour que la flamme s'allume sans que ça devienne une pagaille? Bon. Alors, comme je dis, moi, j'ai quitté la politique active là, il y a une quinzaine d'années. J'ai perdu un peu la main. Alors, et je suis moins au fait de l'intérieur de tous les partis politiques. Alors, donc, à titre personnel. Mais ce qui est très important dans ce que vous dites, vous parlez des jeunes de l'autre génération. L'autre génération, c'est pas la nôtre. Elle a eu une autre histoire, elle a eu une autre formation, elle a d'autres volontés, elle a des comportements sociaux différents. Et la première chose que les partis politiques qui veulent passer le flambeau à une deuxième génération, quel que soit le parti, parce que c'est vrai, doivent d'abord mieux comprendre les gens de cette génération qui ne sont pas de la nôtre, qui n'ont pas eu la même histoire, qui ne voient pas l'évolution, peu importe dans les mots, souveraineté ou peu importe les mots qu'on emploie, ils n'ont pas les mêmes contenus, ils ont des nuances. Et si on veut que ces gens-là comprennent le message pour eux, soient porteurs de leur message, et non pas d'une copie conforme d'une autre qui est terminée parce que c'est une autre génération, alors il faut travailler, il faut comprendre ces jeunes-là. La première chose, et puis que ce soit des boîtes de publicité, de communication, ils font des études sans arrêt pour savoir comment ce comportement. Bien, il va falloir que les partis politiques aussi
pense non pas simplement à avoir des bureaux de communication pour faire des posters pour organiser la tournée de chef, mais avoir une meilleure connaissance là, par strate. Et là, je crois que les libéraux et le PQ ont manqué tout à fait de passage. Les deux ont manqué de passage du bâton à l'autre génération. Alors que, qu'on n'aime pas, Dumont, il parlait à son monde de ses préoccupations, de la façon dont ces gens réagissaient, puis a ramassé le vote. Alors, il était peut-être pas bon, il avait peut-être tort, il connaissait peut-être rien, puis il y a eu les votes. Alors, si les autres veulent récupérer les votes, il faut qu'ils se repositionnent à l'intérieur, avec les clientèles auxquelles ils s'adressent. Alors, c'est des clientèles multiculturelles, c'est des clientèles urbaines, c'est des clientèles qui ont une autre éducation, des clientèles qui n'ont pas appris l'histoire, qui n'ont pas la connaissance de l'histoire qu'on a. Donc, les références en histoire sont différentes pour eux. On en a fait des citoyens plutôt que des... c'est donc l'éducation civique plutôt que l'éducation... Alors, il y a toute une série que vous connaissez comme moi, mais il faut que les chefs de parti, quels qu'ils soient, Pauline Marois ou les autres, transmettent un message à l'autre génération et non pas à la sienne. Parce que la sienne, là, il n'y a plus assez de vote. Tu n'auras jamais de pouvoir de cette façon-là. Donc, il faut que tu t'adresses aux 18 ans. Puis 18 ans, c'est des gens qui, 5 ans en avaient 12. Tu sais, ça va vite, là, en politique. Là. Chaque vague, là, c'est beaucoup de monde. Hein. Alors, c'est ça, à mon avis, le message qu'il faut faire. C'est qu'il faut travailler. Non pas notre message, mais leur attente. Pourquoi ils embarqueraient dans ce message-là. Il faut faire ça, autrement, ça marche pas. Madame avait posé la question pour le président. Oui? Moi? Oui, madame. M'excuse, c'est madame, monsieur, là, parce que là, je remette mes lunettes sur la visite. Oui. Ah, ok, je vais résumer la question pour ceux qui n'ont pas La dit visite du visage du général de Gaulle, c'est très beau ce soir, c'est très sentimental. Alain Pierrefitte et Charles de Gaulle ont été déçus qu'il n'y a pas eu de réaction. Pourquoi qu'on n'en parle pas au Québec? Vous avez raison, c'est parfaitement Pourquoi vrai. on n'en parle pas? C'est bien beau jouer du violon, ça donne quoi? Ben, c'est ça que je dis. C'est ça que oui, quelques points, parce que pendant mon cours exposé, là, c'était de dire quelles sont les conséquences du général de Gaulle. Là. Il y a eu des changements profonds. C'est-à-dire, il y a eu les Québécois qui ont voté pour Trudeau. Ça ne se cache pas. Ça a été déterminant. Mais on ne veut jamais en parler. Ça ne s'est pas passé en Colombie-Britannique, ça s'est passé ici. Il y a eu une personne, Rochassard, dans mon comté, qui se fait élire, puis l'autre, Théogène, Ricard, on ne fait pas. Mais je veux dire, c'était un lavage. Un lavage. Ça, le signal était tout à fait contradictoire. Ça ne pouvait pas ne pas avoir des conséquences. D'un côté, on crie, puis on descend dans la rue, puis vive l'avenir, puis vive De Gaulle, puis vive tout ce que tu voudras, puis pas 20 ans après, l'année suivante, on passe là, bang. Ça a été un choc, avec des conséquences, là, on changeait tout le système, là, c'était plus personne dans le banc. Ben ça, c'est des conséquences, on n'en parle pas, parce qu'on était gênés, je veux dire, on ne veut pas se rappeler cette chose-là. Mais on a voté contre ce qu'on voulait. Alors, il faut en tenir compte dans l'évolution de l'opération. Et depuis ce temps-là, on rame à l'envers. On rame. Puis les résultats ont été, en tout cas à mon avis, à la hauteur des considérations. Mais il y a eu un tournant. Et c'est ça la démocratie. Il y a eu des malheurs, il y a eu des erreurs, mais à un moment donné, il y a eu un changement profond. Et là, on est retombé dans une autre opération. Avec Bourassa, avec Trudeau, puis après ça, l'évêque est arrivé, on a perdu le veto, ils ont imposé la Constitution, puis on rame. Voilà, je ne peux pas en parler plus clairement que ça. Oui? Mon nom, c'est Laurent Desbois. Mon député à l'époque était M. Pearson. Au Galma, au moment, comment c'était? Pardon? Algama, comment c'était le nom du comté? Algoma. Voilà. Ça veut dire que je suis franco-ontarien d'origine parce qu'on a trouvé un beau petit comté dans ce coin-là avec les francophones du coin. On est dans les petits mots d'hiver. Son organisateur était mon grand-père, le Vieux-Né. Non, je n'ai pas dit des choses négatives envers personne.
Vous auriez pu. J'aurais pu, Parce que moi, j'en ai dit. Ouais. Mais pour vous dire que, oui, le voyage de De Gaulle a changé beaucoup de choses. Et peut-être que ce soir, je viens de réaliser pourquoi vous avez voté pour Trudeau. Et nous autres aussi, les francophones au Québec. Mon grand-père, à l'époque, qui était francophone, contrairement à mes cousins qui sont tous assimilés aujourd'hui, avait fait monter une antenne. Et à l'époque, je me prenais de mon grand-père tout jeune, mais je ne savais pas que c'était le premier ministre. Je pensais que mon député était Réal Cahouette. Parce que mon grand-père avait fait monter une antenne. Et on écoutait Timmins en anglais et Rouen-Noranda en français. Et mon grand-père, tout jeune, et c'est pour ça que vous avez voté pour Trudeau, il écoutait Trudeau en français et en anglais. Il dit, écoute Laurent, il dit pas la même chose dans les deux langues, ça doit être un menteur. J'ai jamais osé dire ça. Ça m'est resté, ça m'est resté de mon grand-père parce qu'il y a une grosse influence acadienne sur moi. Et justement, quelques mois après, j'étais à l'Université de Toronto à ce moment-là, avant de revenir chez moi dans mon pays, le Québec, 2 générations plus tard. J'ai rencontré M. Trudeau au Keefe Center et je lui ai dit, je veux te livrer un message de mon grand-père. C'est le message que je voulais te donner, puis mon grand-père considérait que vous étiez un menteur parce que vous disiez pas la même chose. Et donc, la raison que vous avez voté pour Trudeau, c'est que c'était un Christ de menteur qui avait 2 faces, 2 visages, et son bilinguisme était. Excuse la passion, je suis revenu pour rien. Après le fameux référendum qui a suivi, un non c'est un oui, puis un non c'est un oui. C'est sûr. C'est le même Christ de mensonge. Le roulis du système. C'est sûr. Oui. Oui. Moi, je crois qu'en 1976, lorsque le Parti québécois est arrivé au pouvoir, si dès le 16 novembre au matin, ils avaient eu l'idée d'enseigner l'histoire, de créer un mouvement pour enseigner l'histoire. Parce que comme disait Churchill, plus loin vous regardez en arrière, plus loin vous serez capable de voir en avant. Ça, je crois que c'est un manque très important qui est survenu. Ma question est celle-ci, M. Vaz, c'est que si par une intercession quelconque là, du divin, là, que Charles de Gaulle était ici ce soir, OK? Il vous aurait rencontré dans le vestibule, puis il vous aurait dit, mon cher Mars, je vais vous dire quelque chose. Alors, quand il serait venu au micro, 40 ans plus tard, avec tout ce qui s'est passé, disons qu'il aurait été informé, là, il prend le micro à la suite de vous, puis on finit la réunion comme ça, qu'est-ce qu'il nous aurait dit sur nous, les Québécois? Est-ce qu'il aurait dit, vous n'avez pas encore compris, ça vous prendrait du temps? Peut-être qu'il aurait dit, c'est parce que les gens ne connaissent pas leur histoire. Puis quand tu ne connais pas ton histoire, bien évidemment, on rencontre des gens, là, on s'ostine avec des fédéralistes. Puis moi, j'ai lu les 3 tomes de Normand Lester sur le Canada anglais. Puis je vous assure que quand je rencontre des fédéralistes, on dirait que je suis porté à me pomper un peu plus vite que d'habitude. Parce que j'ai bien des arguments à leur donner, eux autres, ils ne comprennent pas. Puis c'est très enrageant. Si, je vous remercie de votre intervention. Vous avez compris, parler de l'histoire. Bon. S'il y a une conclusion à cette rencontre, et là, ça va être ma dernière question, parce que je vais laisser la place à d'autres, s'il y avait une conclusion sur laquelle on devrait tous être unanimes, il faut enseigner l'histoire. Il faut que les Québécois connaissent leur histoire. Et leur histoire nationale. Chapitre par chapitre. Chapitre de l'un, chapitre de l'autre, chapitre de... Non. Il y a des histoires sociologiques par groupe, c'est évident, ça fait partie de la... Mais il y a une histoire nationale ici. 400 ans de présence française en Amérique, à travers Québec, laisse des marques profondes. On ne peut pas laisser aller la disparition de l'enseignement d'histoire. Et la Société Saint-Jean-Baptiste doit être aux avant-postes dans les semaines et les mois qui s'en viennent sur cette question-là. Parce que j'ai l'impression qu'entre le PQ et le Parti libéral, ayant tripoté ensemble,
pendant 20 ans la réforme scolaire, ils ne retrouvent plus leur type. Et ils ont toujours peur de s'embarquer puis de s'attaquer eux-mêmes de ce qu'ils avaient fait 5 ans avant. Parce que c'était bien mêlé de cette affaire-là. Du ministre de l'Éducation, Claude, Jean-Yvan Morin, Pauline Marois, puis là c'est les libéraux, mais ils sont changés de poste sans arrêt. Et c'est pendant tout ce temps-là que des gens ont travaillé pour s'assurer qu'il n'y aurait pas d'enseignement d'histoire. Et c'est vers ça qu'on s'en va. On veut former des citoyens plutôt que de former des gens enracinés dans leur pays. Et ça, la Saint-Jean-Baptiste doit être avec les associations de professeurs d'histoire, avec les universitaires qui s'intéressent. Il y a un vaste monde là, qui cherche des façons de faire connaître leur point de vue. Et je me souviens, moi, quand j'étais à l'école normale, Michel Brunet, après François Béranger, ont travaillé des mémoires importantes pour la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, qui ont marqué aussi bien la commission Tremblay de l'époque que toutes les évolutions depuis ce temps-là, des années 60, des années 70, des années 80. Il y a la langue, c'est essentiel, mais la connaissance de l'histoire, ça devrait être une résolution de notre Assemblée pour que la Société Saint-Jean-Baptiste soit alerte et fort impliquée dans ce dossier fondamental. Merci.